ma visioconférence plus éco-responsable. Sur le déroulé de l'atelier, on va faire une petite phase de cadrage. On va faire un petit tour de table. Alors là, pour l'instant, il y a 50 personnes et donc ça ne va pas être un tour de table où chacun va se présenter, mais on va vous proposer une méthode. On va ensuite passer la main à nos deux témoins. Il y aura une entame de phase d'atelier de travail, et puis on va surtout passer sur une phase de questions-réponses. L'idée étant qu'à midi, en fait, cette visio se termine formellement. Alors sur le fonctionnement, ce que je vais demander à chacune et à chacun, que ce soit les intervenants, que ce soit les participants, si vous êtes amenés à prendre la parole ou même pour moi, 1 heure c'est court, donc de rester le plus focus possible. J'essaierai de garder le timing. Je vais vous inviter également à garder vos micros et caméras fermés, sauf lorsque vous êtes amené à intervenir, en tout cas pour la vidéo, si vous souhaitez. On va beaucoup utiliser le fil de conversation. Et notamment, je vais passer la main tout à l'heure à Mathilde Courtet, qui va être la personne qui va faire le suivi et le lien avec vous. Je vous ai dit que l'atelier était enregistré. Et puis surtout, n'hésitez pas, on est vraiment plus dans une notion de co-construction, même si 1 heure c'est court. Donc si vous avez des remarques, des suggestions, on va vous donner le fil de conversation, et 2, on ouvrira un fichier partagé, un Google Doc qui va vous permettre de mettre toutes vos remarques, vos envies, vos suggestions, vos critiques. Là, par exemple, on est 1 heure ensemble. S'il y a 50 personnes qui sont présentes pendant 1 heure, ça fait une grosse semaine de travail juste réalisée. Donc, on profitera de cette intelligence collective. Pour commencer, je voudrais juste vous présenter un petit peu le réseau Éco-événements, l'association. Donc, certaines et certains d'entre vous sont arrivés par nos canaux, soit parce que vous êtes adhérents, sympathisants, soit via la Non Digital Week ou via l'une des informations de nos intervenants. D'autres, peut-être, ne connaissent pas du tout l'association. Le réseau Éco-événements, c'est une association qui a pour objectif de faire entrer la filière événementielle, donc c'est-à-dire les festivals, les événements professionnels, les événements sportifs, les événements familiaux, vers la transition écologique. Et je commence avec cette belle photo qui était un événement qui avait lieu dans un théâtre à Nantes, à l'extérieur d'un théâtre qui s'appelle le Grand T, qui parlait voilà, de l'Anthropocène, et qui était vraiment un bel événement. Si nous, on cherche comme tous à promouvoir des événements, on est bien conscient qu'à côté de ça, face à nous, une menace est en cours, et qui est malheureusement beaucoup plus importante que ce que nous vivons actuellement, même si le Covid est quelque chose d'assez grave. Notre solution, ce que nous proposons, c'est à l'image de ce pont de fourmi. C'est-à-dire que nous avons la conviction qu'individuellement, la transition écologique est quelque chose de compliqué, voire d'impossible. Et elle a l'image de ce pont de fourmi, c'est-à-dire aucune fourmi ne pourrait passer le fossé toute seule. Et on a besoin d'y arriver collectivement. Et nous, notre idée, c'est de proposer à tous les acteurs de la filière événementielle, que ce soit des collectivités, que ce soit des organisateurs, que ce soit des prestataires, que ce soit même des citoyens, d'entrer en transition, et chacun d'apporter des bonnes idées, des bonnes pratiques. Alors, nous avons mis en place de nombreux outils. Je vais vous en présenter très brièvement quelques-uns. Le premier, c'est le référentiel événement éco-engagé, qui permet en fait de définir ce qu'est un événement éco-responsable, et qui est en soi une petite méthode pour parvenir à rendre vos événements éco-responsables. Alors, le Covid-19 a beaucoup interrogé ce référentiel, parce que même si on avait un volet numérique et un volet distanciel, le fait que la plupart des événements sont arrêtés en présentiel, ils ont quand même continué en numérique, et on va essayer d'adapter ce référentiel pour mieux intégrer les événements distanciels, d'où notamment aujourd'hui ce premier atelier public. Je vous partage également 4 outils que nous avons actuellement. Alors, celui en haut à droite, pardon,
C'est l'adhésion. Nous sommes une association, nous avons besoin d'adhérentes, d'adhérents. Là, j'en ai vu dans la liste donc, que je salue. Donc, rejoignez l'association. C'est des adhésions qui sont à tarification vraiment raisonnée et on a pas mal de petits groupes de travail, de modules de formation et d'actions que nous mettons en place. Plus nous serons nombreuses et nombreux, plus nous serons efficaces. Également, à partir de début juillet, nous commençons les journées d'études nationales territoire d'événements responsables qui sont à l'adresse des collectivités territoriales. Si vous êtes agent ou élu de ces de collectivités, c'est vous qui définissez les politiques publiques, c'est vous qui définissez la manière dont on peut occuper l'espace public et souvent, les événements ont besoin de politiques publiques en faveur de la transition écologique. Nous avons enfin un parcours compétences éco-événements qui est un parcours d'une dizaine de modules de 3 heures. La plupart sont gratuits sur l'alimentation, les déplacements, le zéro déchet. Donc, je vous invite à aller sur le calendrier. On vous mettra un lien tout à l'heure. Et enfin, le dernier point, c'est celui qui nous amène aujourd'hui. Nous avons la chance, depuis 3 ans, je crois, d'être partenaire de la Nantes Digital Week autour d'une éco-conception collective de cet événement. J'en ai fini sur la présentation du réseau éco-événement. Je vais laisser la parole maintenant à Elisa Coran. Elisa, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Alors, moi je ne vous entends pas. Oui, oui, Dominique, je t'entends. Est-ce que Bonjour. je branche ma caméra ou est-ce qu'il est préférable que non? Avec la caméra quand même qu'on se voit, c'est plus agréable. Ok, Alors, qu'est-ce que c'est la ça Nantes marche. Digital Week? Bonjour à Donc, tous. il y a ces 2 diapositives. Il y a celle-ci qui reprend un petit peu le programme. Et puis, j'ai mis également cette diapo que vous nous avez envoyée. Alors, Super. Eh bien, Nantes Digital Week, c'est un festival du numérique pour tous que nous coordonnons avec une équipe de 7 personnes là, qui s'est enrichie de l'arrivée de 3 stagiaires dernièrement. C'est un événement qui vivra sa 7e édition en septembre, du 17 au 27 septembre dans la métropole. Alors, ce qui fait la particularité de Nantes Digital Week, c'est d'être un événement dont la programmation est contributive, c'est-à-dire que ce sont les acteurs de l'écosystème local qui font la programmation. Ce qui rend aussi ce festival relativement singulier, c'est que c'est un événement coopératif. Être contributeur de Nantes Digital Week, c'est s'inscrire dans une démarche d'intelligence collective. Et ça, c'est aussi un des points de contact, un des points de rapprochement qu'on peut avoir avec le réseau éco-événement, mais pas exclusivement. J'en parlerai tout à l'heure. C'est aussi un événement inclusif qui s'adresse autant à des professionnels qu'au grand public, autant à des curieux qu'à des experts. L'idée est de donner à voir tous les visages de la transition numérique et de rendre cette transition numérique accessible au plus grand nombre. Et puis enfin, c'est un événement qui s'inscrit dans une démarche d'éco-responsabilité événementielle, démarche qu'on a construite là encore de manière coopérative avec le réseau éco-événement, sans qui toutes les actions qui sont aujourd'hui intégrées par les 250 contributeurs, les 250 organisations qui en 2019 faisaient la programmation de Nantes Digital Week n'auraient pas pu se réaliser. Parce que seul, on n'aurait évidemment pas pu aller aussi loin que ce qu'on mène ensemble avec le réseau éco-événement depuis 3 ans. Elisa, cette visioconférence aujourd'hui, en fait, si elle a lieu, c'est grâce à la Nantes Digital Week, parce qu'en fait, vous nous avez posé la question d'adapter en fait le dispositif que nous menons collectivement, le green hacking, aux enjeux du Covid. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots, en fait, quel a été votre parcours d'organisatrice d'événements suite au Covid-19? C'est-à-dire, quelles ont été les conséquences du Covid sur l'organisation de cet événement?
Alors, comme je le disais à l'instant, en fait, Nantes Digital Week est un événement qui est relativement particulier vis-à-vis des autres événements, puisque, en effet, ce n'est pas un événement qui se veut descendant, c'est-à-dire dont on déciderait de tout, et en termes de programmation et en termes d'organisation événementielle, mais c'est un événement ascendant. Donc, la position qu'on a vis-à-vis des contributeurs et organisateurs d'événements Nantes Digital Week, c'est celui de la facilitation et de, comment dire, oui, de la facilitation et de l'accompagnement et du conseil. Donc, on était comme tous les coordinateurs et organisateurs d'événements un peu interrogatifs vis-à-vis, en effet, des conséquences du Covid-19, mais on avait une intuition, celle que, évidemment, la crise sanitaire allait nous obliger à nous adapter, et on avait le souhait de ne pas subir cette adaptation, mais pouvoir le plus possible l'anticiper. Alors, on se disait qu'il y avait deux scénarios dans lesquels allaient se positionner les contributeurs de Nantes Digital Week. Le premier, c'était de maintenir leur événement en présentiel en le rendant Covid compatible. Le second, de faire muter leurs événements en distanciel. Et c'est sur ces deux points, en fait, qu'on a sollicité, qu'on vous a sollicité Réseau Éco-Événements pour adapter les dispositifs qu'on avait mis en place jusqu'alors et qui ne concernaient que le présentiel. Donc, l'idée, c'est d'amender les actions d'éco-responsabilité événementielle pour les événements présentiels en y rajoutant une brique Covid compatible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de la signalétique adaptée, ça veut dire avoir du gel hydroalcoolique et des masques à disposition sur site. Ça veut dire prévoir des espaces qui pourront accueillir demain un participant pour 4 mètres carrés ou prévoir des dispositifs de retransmission des événements dans d'autres salles pour essayer de limiter la jauge. Et puis, sur les événements en distanciel, eh bien, c'est ce qu'on va construire ensemble aujourd'hui aussi au travers de ce webinaire avec tout l'apport des autres intervenants. Je pense à Thierry Lebouc, on se connaît depuis longtemps parce qu'on avait déjà travaillé sur de précédents événements ensemble, qui va peut-être nous conseiller des choses en termes d'utilisation d'outils, de RGPD, d'utilisation ou non de la vidéo, enfin voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va construire ensemble pour pouvoir accompagner cette année, alors non plus 250, mais 270 organisations qui contribueront à Nantes Digital Week. Voilà, parce qu'on a une moisson 2020 qui est, plus dense et plus riche que celle de 2019, avec une famille et une communauté qui s'agrandit. Alors, pour conclure sur la présentation de la Nantes Digital Week, là sur l'infographie, il est affiché que l'année dernière, il y avait 100 événements. Il y avait combien d'événements l'année dernière en visio ou en distanciel selon vous? Alors, c'est pas une information qu'on recueillait. Mais la plupart étaient en présentiel, me semble-t-il. Je sais À pas ma si… connaissance, il y en avait pas. À ma connaissance, il y en avait pas, ou alors c'était des dispositifs qui étaient marginaux. C'est-à-dire que tous, on était dans la pensée qu'un événement, il doit se jouer quasi exclusivement en présentiel, et donc on limitait beaucoup aussi la question du distanciel parce que ça nous aurait obligés à réinterroger ce qu'était un événement, ce qu'était la relation au public, qu'il soit citoyen ou pro. Et moi, je trouve que c'est une formidable opportunité que nous offre la crise sanitaire, celle de nous réinventer, de nous interroger, là où probablement il y a certains sujets où on ne le faisait plus. Considérer, par exemple, qu'un événement, il ne pouvait se jouer, de façon positive et pleine et entière pour l'organisateur et le participant qu'en présentiel. Tout ça, moi, je trouve que ce sont des questionnements, des interrogations qui vont enrichir nos événements.
Alors, on a compris que donc le programme, pour, l'année 2020, n'est pas encore fait puisqu'il est en pleine co-construction. Vous avez, Oui, fait un sondage la semaine dernière auprès de vos contributeurs, sur le nombre de contributeurs qui, envisageraient de passer en événement à distance. Est-ce que vous pouvez nous indiquer oui. la proportion? Oui, alors la semaine dernière, on a vécu une première, celle d'organiser en effet une réunion contributeur qu'on vivait d'habitude en présentiel, en distanciel. Donc on avait 140 contributeurs, enfin 134 contributeurs présents la semaine dernière. Et à ceci, en effet, on a posé la question, quelle est votre intention? Est-ce que votre intention, c'est d'organiser votre événement en présentiel? À cette question, 65% ont répondu que oui. Ils souhaitaient maintenir leur événement en présentiel en le rendant Covid compatible et les 35 autres pourcents ont l'intention de faire muter leur événement. Alors, il ne faut pas prendre ces chiffres non plus pour argent comptant puisque compte tenu que la programmation est encore en train de comment dire, de se former, de se finaliser, il est possible que ces chiffres évoluent, mais ils nous donnent quand même une tendance très intéressante sur la façon dont l'écosystème local, puisque la programmation est faite par l'écosystème local, envisage de réaliser et de produire leur événement. Donc 65% en présentiel, 35% en distanciel. Merci Elisa. On aura, l'occasion de se retrouver, Merci à vous. sans doute pendant cette visio. Il y aura également une deuxième visio et puis, on garde bien en tête, l'idée, le livrable de ces différents ateliers que nous menons en visio, soit en visio public, soit en groupe de travail. C'est vraiment d'arriver à une espèce de checklist d'une vingtaine ou d'une trentaine de bonnes pratiques, à mettre en place, plus ou moins simples, plus ou moins, nécessitant, des investissements pour permettre aux organisateurs vraiment de pouvoir éco-concevoir leurs événements à distance. Je vais laisser, Bah oui, c'est ça, maintenir les engagements qui sont les nôtres en termes d'éco-responsabilité. Ouais. maintenant, la parole à Anne et à Thierry, pour qu'ils se présentent. Alors, Merci. voilà, merci Elisa. Oh là, alors, Anne Boulinguez de Madison Communication, bonjour. Est-ce que vous pouvez, mettre votre vidéo? Bonjour Dominique, vous m'entendez bien? Bonjour. Oui, je vous entends, parfaitement. Bienvenue. Super. Merci, d'avoir accepté de témoigner pour nous, lors de cette, visio. Vous nous avez envoyé, une courte vidéo, à diffuser. Est-ce que vous présentez, brièvement, Madison Communication ou est-ce que j'envoie la vidéo? Bah, je vais présenter Madison en même temps que la vidéo. Je pense comme ça, ce sera un support. On gagnera un peu de temps. Alors c'est Donc, parti. bonjour à tous. Je dirige Madison Communication depuis 6 ans. Donc, elle a été créée il y a 6 ans, l'agence. C'est une agence de communication responsable, engagée dans une démarche développement durable depuis sa création. On est basé à Nantes et on accompagne les organisateurs d'événements et de salons dans leur promotion et dans leur digitalisation. Et on va jusqu'à organiser des micro-événements dans leur événement quand ils le souhaitent. Nous sommes membres du réseau Éco-événements et nous sommes, donc, comme je disais, engagés. On est labellisé PrestaDD, c'est le label RSE des prestataires de l'événement. On fait partie de la communauté Lucie, la communauté des acteurs de la RSE. On est labellisé en vol aussi pour notre engagement dans une démarche développement durable. Et on est en cours de labellisation numérique responsable, qui est le tout nouveau label qui est porté par l'État, Lucie, l'ADEME et l'Institut du numérique responsable. Voilà pour le côté green. Donc la question que m'a posée Dominique, c'est qu'est-ce qu'un événement virtuel? Donc moi je vais prendre un peu de hauteur, enfin je vais essayer de prendre un peu de Alors hauteur. Anne, je vais Oui. revenir, vers vous juste après, que de finir le tour des Ah oui, participants. de présenter. D'accord. Je vais revenir, vers vous juste après. En tout cas, PrestaDD, Envol, numérique responsable, ça fait énormément de marqueurs que votre société, a intégrés au niveau de la responsabilité sociétale, au niveau de la transition écologique. C'est la raison pour laquelle on vous a, demandé, d'intervenir aujourd'hui. On a demandé également à un deuxième intervenant, de nous rejoindre, à Thierry Lebouc de la société Green Spector. Bonjour Thierry.
Bonjour Dominique, bonjour à tous. Alors effectivement, merci effectivement pour avoir organisé cet événement. Donc Green Spector est une société basée à Nantes également. Nous avons pour objectif d'accompagner les organisations à intégrer une démarche d'éco-conception dans leurs services numériques, hein, objets numériques, services numériques au sens large, de pouvoir mesurer, de pouvoir les aider à trouver des solutions et de pouvoir bien sûr aider à réduire l'impact environnemental de ce numérique qu'on exploite de plus en plus. Voilà, donc nous existons depuis 10 ans et nous sommes 10 basés à Nantes. Très bien, merci Thierry. Alors, je crois que vous nous aviez envoyé également un petit visuel. Est-ce que vous souhaitez commenter cette diapositive? Ouais, peut-être pour prolonger un petit peu notre activité, donc Hop. tout est basé sur la mesure et puis la compréhension et bien sûr l'amélioration. On a bien sûr développé un outillage qui permet de faire tout ça et de faciliter la vie des designers, des développeurs, de tous ceux qui participent à la chaîne de fabrication d'un service numérique. Et on voit bien qu'on répond à différents sujets. Hein. Quand on parle d'éco-conception d'un service numérique, on va bien sûr répondre à la responsabilité environnementale, mais on va répondre à d'autres leviers que sont la satisfaction des utilisateurs. Quand on a un service plus frugal, on a un service qui va s'adapter un peu mieux, on va dire, à la contrainte, qu'elles soient des contraintes techniques, hein, des contraintes de réseau, des contraintes d'encombrement, on va dire, de son smartphone, de son PC, etc. On va avoir un service plus performant. Et puis, on va répondre à d'autres enjeux de ce qu'on appelle de coût total de possession. On va réduire l'impact sur les serveurs, l'impact sur les réseaux d'entreprise, mais également l'impact de la batterie d'un téléphone et de son usure, par exemple. On va être aussi beaucoup plus inclusif, puisque un service qui va se jouer de la même manière pour tout le monde, sans la contrainte qui est un vieux matériel ou un matériel un peu moins percutant, on va dire, eh bien, va permettre à plus de gens d'y accéder de la même manière. En tout cas, voilà, cette frugalité va aussi apporter de l'inclusion aux utilisateurs. Comme aussi témoignage de notre engagement, on vient d'être reconnu par le label Solar Impulse comme faisant partie des 1000 solutions on va dire, pour sauver la planète. Voilà. Bien, pas mal. Merci Thierry. Je vais passer maintenant la main à Mathilde Courtet du réseau Écovénement. Bonjour Mathilde, est-ce que vous pouvez mettre votre vidéo? Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. Donc là, ce qu'on va vous proposer, c'est de faire un petit tour de table. Donc pour que tout le monde fasse connaissance et que les 72 participants de cette visioconférence échangent entre eux. Donc ce qu'on va vous proposer, c'est de mettre un lien, une actu, une information, une bonne nouvelle concernant votre vie, votre entreprise ou tout ce que vous avez envie d'échanger avec les participants dans le fil de conversation et dans le chat pour faire connaissance. Ça va prendre quelques minutes. Et ensuite, si vous le souhaitez, donc pendant que vous rédigez ces brèves questions de pourquoi pas activer votre... On commence à voir quelques petits visages. Super, bah merci Leïla Cotel d'avoir initié le chat et d'avoir commencé à partager des sujets intéressants. Donc n'hésitez pas pendant toute la réunion de partager et surtout aussi de nous faire part de vos interrogations et de vos questions concernant ce qui va être dit pendant cette visioconférence et on reviendra dessus par la suite pour vous éclairer avec les personnes qui interviennent pendant cette visio. Merci Karine, on reviendra vers toi tout à l'heure. Bonjour Sylvie.
N'hésitez pas à mettre vos noms de structures et de sociétés. J'en reconnais pas mal. Je vois Oscar, Opticom, Mon événementiel. La Belle Éthique. Alors vous êtes... Mathilde, on va passer au témoignage. Est-ce que on fait le grand coucou maintenant? Oui, oui, si vous le souhaitez. Allez, Donc, l'intérêt, c'est que tout le monde allume sa caméra et fasse un petit coucou pour qu'on puisse se remémorer de cette visioconférence par la suite. Et on va faire une petite photo des participants de cette réunion. allez, on se Ça fait... commence à prendre forme. Ah oui, c'est toujours impressionnant de voir autant de monde comme ça. Alors, ce que je vous propose, donc, c'est ouvrez juste l'espace, vos vidéos, vos micros pendant un instant, et puis on se fait un petit coucou à toutes et à tous, et ensuite on attaque dans le dur avec le témoignage de Anne. On y va? 1, 2, 3, ouvrons les micros et petit coucou, un peu de bruit. Allons-y, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Ah, super. Super. Bon. Allez. Merci beaucoup. Merci Mathilde, on vous retrouve tout à l'heure. Alors surtout, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les mettre dans le fil de conversation. C'est Mathilde qui prend les questions, qui vous donnera la parole ou la vidéo si besoin. Là, en fait, ce qu'on va faire avec les deux intervenants, alors je vous invite également à recouper vos micros puisqu'on entend des bruits de cuisine par derrière. Sauf si c'est pour faire une cuisine collective, mais alors, Anne, on a fini le tour. C'est à vous. Donc, on a vu que vous êtes une spécialiste de l'événementiel et de la communication au sens large. C'est quoi un événement virtuel? Vous disiez que vous alliez prendre de la hauteur sur le sujet. Oui, parce qu'un événement virtuel, bon, d'abord la définition, c'est que c'est un événement en ligne qui peut être accessible en permanence sur Internet ou sur une période déterminée, hein. Les deux peuvent s'appeler événements virtuels. Ça peut prendre plein de formes, à commencer par un live sur les réseaux sociaux, c'est un événement. Ça peut être une visioconférence, un webinar, un congrès virtuel, un salon virtuel, un stand virtuel. Voilà, ça peut vraiment prendre beaucoup de formes. Les événements virtuels, en fait, ça existe depuis plus de 20 ans et ça nous vient d'outre-Manche. Et en France, ils ont fait leur apparition il y a à peu près une dizaine d'années. Et aujourd'hui, il existe beaucoup d'outils qui ont fait leurs preuves aussi bien en France qu'à l'étranger. Et donc, avec la crise du Covid, il y a eu un petit regain d'intérêt pour l'événement virtuel. Et les premiers qui en ont tiré leur épingle du jeu, ce sont les réseaux sociaux, hein, puisque ils ont fourni une alternative assez simple et peu coûteuse à la portée de tous pour créer des événements en live. C'était une réponse notamment pour le monde culturel, mais également aussi pour le monde professionnel. On a vu aussi des lives pro via Facebook et autres. Et donc dans cette mouvance, les réseaux sociaux d'ailleurs font pas mal d'annonces ces derniers jours pour accélérer le nombre de fonctionnalités. Chez Twitter, on va avoir un Go to Live qui nous permettra d'inviter plusieurs personnes dans un live. Chez Instagram, lui, fait évoluer ses options de partage de ses lives. Facebook a annoncé qu'il allait rendre les lives monétisables et que les fans pourraient payer pour voir leurs artistes en live. Donc, on n'est pas loin du concert payant à l'entrée de Facebook.
LinkedIn, lui, lance un outil qui permet d'organiser des événements et de les diffuser en direct. Ça veut dire que demain, vous allez pouvoir faire votre conférence ou un webinaire comme celui-ci depuis LinkedIn. Donc pour l'instant, ce sont que des annonces. On attend techniquement de voir un peu comment ça va réellement fonctionner. Mais on est vraiment dans cette mouvance-là. Donc, on pense souvent événements virtuels, visio et autres, mais les réseaux sociaux sont déjà un premier territoire. Avec le Covid, le monde de l'événementiel a été assez balayé par cette crise sanitaire. Beaucoup d'événements ont été annulés, reportés. Il a donc fallu faire preuve de résilience et de s'adapter. Et certains ont tenté leur chance en basculant en virtuel. Et donc, ils ont imaginé un plan B. Mais ils ont quand même dû se réinventer un peu, parce que je vous expliquerai après pourquoi. Et donc, moi, j'ai relevé, pour étayer mon propos, 3 exemples en fait, d'événements physiques qu'on n'aurait pas forcément imaginé en virtuel, à commencer par la prochaine Fashion Week de Londres. Donc la Fashion Week, ce sont les défilés de mode. Elle va se dérouler entièrement en ligne prochainement. C'est un événement qui va durer 3 jours, qui sera accessible à tous depuis une plateforme et qui ensuite, la plateforme sera disponible pendant 1 an. Ils vont mixer un certain nombre de contenus avec des présentations de collections, des interviews, des podcasts, des présentations de showroom. Donc, ils ont complètement réinventé leur Fashion Week. Les défilés de mode ont été filmés avec un grand renfort de caméra pour pouvoir filmer tous les détails de la robe, de ceci, de cela. Et donc, ça nous donne d'ailleurs plus d'informations sur l'habit en virtuel qu'en présentiel, puisqu'en présentiel, il y a quand même une distance avec le podium. Et tout ceci va se retrouver sur une plateforme donc à partir du 12 juin prochain. J'ai hâte de voir ça. Et donc, ils lancent la première semaine de la mode digitale. Donc ça, c'est un premier exemple. Un autre exemple, je dirais un peu plus classique, c'est un salon professionnel qui va basculer en virtuel. Le salon s'appelle le Global Industry. Il est organisé par GL Events. D'habitude, il se fait en avril à Villepinte. Le salon a été reporté, puis annulé. Et puis finalement, il va se faire en virtuel sous la forme d'un salon avec des stands, des webinaires, des plénières. Voilà. Et le troisième exemple, c'est un exemple qui nous vient du monde de la culture. C'est le Printemps de Bourges, qui n'a pas pu se faire en présentiel et qui a trouvé sa solution en live grâce aux réseaux sociaux. Et donc là, les artistes se sont exprimés depuis chez eux en vidéo. Voilà 3 événements physiques, 3 réponses, 3 interprétations. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que le passage du physique au virtuel, c'est pas une photocopie. On est quand même dans l'obligation de se réinterpréter et dans certains cas même de revoir son modèle économique de l'événement. Donc, ça a quand même des répercussions. Et donc, comme on est encore dans une période d'incertitude et qu'on ne sait pas si l'année prochaine, d'ailleurs, le Covid ne reviendra pas, deviendra enfin bref. Moi, ce que je suggère, et aussi dans une démarche développement durable, c'est d'éco-concevoir en fait les 2 manifestations dès le démarrage. C'est-à-dire, au lieu de se dire, on va faire un événement physique et puis, ah mince, il se passe quelque chose, il faut basculer en virtuel, c'est de l'imaginer dès le démarrage, en virtuel et en physique. Donc, de l'éco-concevoir complètement. D'abord, ça permettra aux agences événementielles de pouvoir maintenir leur événement quoi qu'il se passe. Ça, c'est un premier point quand même important pour la filière. Et d'autre part, parce que ça mène une autre réflexion dans la création de l'événement en lui-même. Et notamment une réflexion dans la création de son modèle économique, de son animation aussi. Parce qu'un événement virtuel ne fonctionne absolument pas comme un événement physique. Ce ne sont pas les mêmes codes, ce ne sont pas les mêmes relations. Et il est vraiment nécessaire de réfléchir au contenu pour créer de l'interaction et de l'engagement à distance. Et donc, pour ne pas démultiplier non plus les coûts, je pense qu'il faut l'imaginer
au démarrage. Donc, si je résume bien votre propos, c'est que l'événement virtuel n'est pas uniquement un pis-aller, c'est une autre manière de se rencontrer. Absolument. Ça peut être complémentaire, mais ça peut être aussi un plan B, mais un plan B vraiment imaginé dès le début, en fait. D'accord. Vous m'aviez évoqué la notion d'un match événement physique versus événement virtuel, c'est-à-dire que certains Ouais. ont des points forts, des points faibles. Comment vous résumeriez ce match? Alors rapidement, l'atout d'un salon virtuel, c'est le liste de qualifiés, les analyses, les statistiques. Voilà, quand on organise un événement virtuel, on a énormément de data, de données, qu'il est plus difficile d'avoir sur un salon, sur un événement, sur un salon, sur un événement physique. Ça, c'est vraiment son point fort. L'autre atout indéniable, c'est le bilan carbone. Puisqu'il faut quand même rappeler que, selon l'ADEME, en moyenne, 80% du bilan carbone d'un événement physique est lié au transport, soit des marchandises, soit des personnes. Et donc là, il est clair qu'avec un événement virtuel, l'impact disparaît. Alors, pas complètement. Un événement virtuel a un impact, évidemment, mais il est moindre. Ça, c'est certain. On n'a pas beaucoup de mesures de bilan carbone d'événements virtuels. Aujourd'hui, il n'y a aucune plateforme. Alors, quand je parle de plateforme, je ne parle pas de Zoom, hein, mais même Zoom. Il n'y a aucune plateforme permettant d'organiser un webinar, un salon virtuel et autres qui intègre le volet développement durable. Bon, ça va certainement venir. Donc, les quelques éléments que nous ayons, donc, notamment, j'ai un exemple qui concerne le sommet virtuel du climat, qui a opté pour une solution virtuelle. Ils ont estimé leurs émissions de CO2 à 3,7 tonnes. Et selon leurs calculs, elles auraient été 20 fois plus élevées avec une rencontre classique en physique. D'accord. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même une sacrée différence. Et puis, pour mémoire, hein, juste les engagements de la COP21, on doit diviser par 2 le poids du CO2 de nos activités d'ici 10 ans. Avec le salon virtuel, ça peut être une petite alternative éventuellement. Dans les inconvénients, parce qu'il y en a quand même, déjà, il faut une bonne connexion Internet, hein, c'est la base, et on ne l'a pas toujours. Tous les événements physiques ne peuvent pas se réaliser en l'état en virtuel, il faut les réinterpréter. Et on a un défi majeur quand même, c'est celui de capter l'attention et de fidéliser son auditoire. Là, je vous parle en ce moment, en fait, je ne sais pas à qui je parle, je ne sais pas si je suis en train de vous barber royalement, je ne sens pas la salle, je ne sens pas les claps, je ne sens rien du tout. Donc ça, c'est assez difficile en fait, hein, de mettre de l'émotion, de faire le show, d'arriver à avoir une interaction. Donc, il faut aussi réinventer complètement les contenus. Il faut un peu s'éloigner, je pense, du PowerPoint plat. Il faut chercher à faire vivre une expérience aussi en virtuel. Il faut faire le show. Il faut presque imaginer que le virtuel, c'est comme du cinéma, quoi. Et donc, ça veut dire qu'il faut quand même tout revoir et avoir aussi des contenus assez variés pour pouvoir communiquer et à commencer même par, il faut aussi imaginer tout simplement se dire bonjour, comme vous l'avez fait, un petit icebreaker de démarrage. Voilà, tous les codes quand même sont à faire évoluer et à réinventer. Merci Yann. Pour conclure, est-ce que vous auriez soit des ressources à nous suggérer, soit des bonnes pratiques? Je crois que votre agence a édité un petit guide en la matière. Alors nous, on a un guide de l'événement responsable, mais qui est plutôt tourné physique que virtuel, qu'on offre à nos clients que nous accompagnons, que je peux mettre à disposition si les gens le souhaitent. Il y a le guide de l'ADEME sur l'éco-communication qui est très bien fait, mais son volet Green IT est un peu léger à mon goût. On vient de sortir un article sur les événements virtuels aussi que vous pouvez retrouver sur notre site internet, mais qui est plus orienté pour le coup la salon, stand, exposition que événement culturel.
Moi, je dirais qu'il y a tout à créer, tout à réinventer. Donc, c'est pour ça que c'est très bien d'essayer de co-construire ensemble demain. Et des spécialistes comme Thierry seraient les bienvenus justement pour mesurer les outils, nous développer peut-être des outils qui peuvent être ouverts à tous, moyennant abonnement ou pas d'ailleurs. Ça manque. Donc il y a très peu de structures qui font l'effort en fait de se poser la question aujourd'hui de l'impact d'un événement virtuel. Je vous remercie, Yann. On va passer au témoignage de Thierry. Mathilde, est-ce que vous avez noté une question à prendre immédiatement dans le fil de conversation, ou est-ce que je passe directement à Thierry? Il y a deux questions qui ont été posées, notamment une de Mélanie Delaplanche qui serait intéressée de connaître en fait les leviers d'un événement virtuel durable et inclusif. Donc, les D'accord. leviers principaux d'un événement durable et inclusif. Et également une question de Karine Bocuse qui demande s'il existe un outil pour mesurer l'empreinte carbone d'un événement virtuel et lequel, et comment l'utiliser et l'intégrer dans la préparation de l'événement. Anne, Donc, en 2 mots, vous voulez répondre? Donc non, il n'existe pas d'outils type aujourd'hui. Il faut passer par une entreprise qui vous réalise un bilan carbone. Donc c'est une démarche vraiment personnelle. On n'a pas d'outils à disposition et de société qui se soit, à ma connaissance en tout cas, lancé dans cette entreprise. Et les plateformes qui nous permettent d'organiser des événements virtuels ne l'intègrent pas pour le moment. Je dis bien pour le moment, parce que certaines commencent quand même à y réfléchir. Ensuite, la deuxième question, il y a une réflexion au niveau du contenu. Donc, c'est sûr que si on choisit des outils qui sont énergivores et qui se rapprochent plus d'environnements comme Animal Crossing ou Second Life et autres, ils vont être beaucoup plus énergivores que d'autres. Donc, faut réfléchir au contenu qu'on produit soi-même et à la structure même de la plateforme qu'on va utiliser pour construire son événement. Merci, Anne. Je vous propose de passer la parole à Thierry. Thierry, est-ce que vous êtes là? Je suis là. Ok. Je bascule sur vous nous avez envoyé quelques images pour supporter, parce que en fait, vous allez nous faire une présentation, et là, vous allez rentrer donc à l'image de ce que vous faites dans votre entreprise. J'ai bien noté. Vous allez quantifier les choses. Donc, je vais repartager la présentation. Et c'est parti. Vous me dites chaque fois top quand vous voulez que je passe d'une diapo à l'autre. OK. Tout d'abord, effectivement, en élément de contexte, puisqu'on parle beaucoup d'événements virtuels, ou en tout cas de passage d'un événement physique à virtuel, ou en tout cas peut-être de faire les deux, et on se pose des questions par rapport à tout ça. On voit qu'aujourd'hui, on est dans un contexte de numérique qui est en forte croissance en volume, de plus en plus d'utilisateurs, de plus en plus de moments de consommation, de plus en plus de temps de consommation allongé. Donc, on voit que tout ça est une croissance, on va dire, régulière de l'utilisation et de l'usage de ce numérique, qu'il soit dans le monde professionnel ou dans le monde personnel. La croissance également organique, des contenus de plus en plus lourds, des services de plus en plus élaborés, une intelligence délocalisée ou localisée sur des serveurs qui sont de plus en plus, on va dire, énergivores, ressourcivores en général. Et on a également des accélérateurs de consommation que sont des nouveaux usages, que sont par exemple des contenus beaucoup plus lourds en termes de vidéos, que sont des blockchains, des nouvelles monnaies par exemple, ou d'autres usages comme la 5G par exemple, qui nous promettent bien sûr moins de latence, plus de performance, plus de débit, etc., mais aussi bien entendu plus de pollution liée à ce déploiement du numérique et à son usage. Aujourd'hui, on estime que le numérique, c'est 4% des gaz à effet de serre, et qu'on est en fait sur une progression à peu près de 9% par an, ce qui fait que globalement, on se dirige à l'aube d'ici 2025, donc d'ici 5 ans, à l'équivalence de ce que consomment les véhicules légers dans le monde. On a vu aussi à travers cette crise, dans le contexte, que le numérique
on était finalement, on voyait les limites. C'est-à-dire que ce numérique infini, on voit les limites dans ce monde fini je dirais de la crise et du télétravail, de la téléconférence, de l'animation à distance, distancielle. On voit bien que on a un contexte d'intensification des usages qui s'est produit, avec aussi, pour finalement être capable d'une certaine manière de pouvoir avoir ce service qui se poursuit, hein, qui soit acceptable et utilisable par tous, bah, des injonctions, hein, d'une certaine manière, vers tous ceux qui produisent des contenus riches, comme Netflix, YouTube, Facebook et autres, qui effectivement derrière ont dû réduire la qualité de leur contenu d'une certaine manière pour pouvoir finalement avoir ce réseau qui tienne la route. Et on voit bien que des témoignages nous montrent que on n'est pas loin finalement d'atteindre finalement des pics et peut-être quelque chose qu'on n'a pas connu, c'est-à-dire un Internet qui ne soit plus utilisable parce que derrière, trop utilisé par énormément de services numériques. Voilà. On a voulu effectivement, chez Green Spector, on mesure beaucoup de choses, hein. Donc, dans ce contexte-là, on s'est dit, bah oui, effectivement, tout le monde va utiliser la visioconférence. Donc, dès le début on va dire, de la crise sanitaire et je dirais des mesures de télétravail que toutes les entreprises ont dû prendre pour poursuivre leur activité, on a mesuré un certain nombre d'outils. D'ailleurs, on en a mesuré quelques-uns au début, et puis tout le monde nous a dit « Ah oui, mais il n'y a pas le mien ». Donc, on voit bien que c'est un sujet qui intéressait énormément, qui interpellait énormément de monde, de se poser la question de cet impact, en tout cas, par rapport aux outils qu'on utilise. Donc, vous reconnaîtrez certains logos d'outils de visioconférence. On voit tout de suite, à travers le graphe que je vous ai mis, que d'une certaine manière, on a des outils qui n'ont pas le même niveau d'impact. Quand on projette une consommation d'énergie et puis une consommation de data en impact carbone, alors c'est une évaluation bien sûr avec des incertitudes, avec des imprécisions qui peut être remis en question, mais on est sur de l'ordre de grandeur et ça permet surtout de comparer les solutions entre elles avec un bon niveau, on va dire, de représentativité. On voit très vite qu'on peut avoir un rapport déjà entre les outils de 1 pour 7 quand on fait de la visio avec vidéo ou pas, ou de la visio avec partage d'écran, ou de la visio uniquement avec le partage de la voix. Et on voit qu'ici, en mettant tout ça enfin, je dirais en projection, on voit qu'on a un rapport de 1 pour 7 entre les outils. Donc attention bien sûr sur le choix des outils, hein, que vous allez prendre, puisque forcément ça va déterminer un impact plus ou moins important dans la consommation de ressources que vous allez ponctionner en faisant votre événement ou en faisant votre réunion. On voit aussi que tout ça consomme de la batterie si on est sur un mobile, et on peut avoir des différences, par exemple, de consommation d'énergie sur le téléphone et donc de batterie, allant de finalement, on peut pas doubler, mais avec 56% de batterie en plus pour certaines applications. Donc, ça veut dire que votre batterie va être, on va dire, utilisée beaucoup plus rapidement pour certaines applications que pour d'autres. Les usages ne sont pas tous égaux. Ben, on voit bien, hein, on a parlé en introduction de la manière finalement de procéder quand on fait quand on organise un événement ou une réunion de travail. Ce qu'on a pu constater quand on prend tous ces outils, donc forcément derrière, certains outils vont être un peu moins importants en vidéo que d'autres outils, mais quand on fait la moyenne de tous ces outils, ici c'est la moyenne non pondérée, on n'a pas pris la part de marché de chacun de ces outils, on voit qu'on a un écart important dès qu'on passe de l'audio à l'audio plus vidéo. Donc le média, la vidéo, forcément, va être un facteur accélérateur de votre impact. Quand on partage l'écran, c'est un peu moindre. On va avoir un facteur aggravant, bien sûr, mais qui reste finalement contenu par rapport à l'audio seul. Donc, si vous voulez avoir un repère, on peut dire qu'une heure de visio sur 2 mobiles avec vidéo, c'est un impact carbone de 1 km de voiture en moyenne en France, puisqu'il faut bien prendre des indicateurs. C'est à peu près 112 grammes équivalent carbone par kilomètre pour une voiture. On arrive à peu près à ce niveau-là pour 1 heure de visio sur 2 mobiles avec vidéo. Voilà. Ensuite, sur les usages, en fait, qu'est-ce qui est impacté? Eh bien, effectivement, dans le cadre de la visio, on va partager pas mal de contenu, que ce soit la voix, l'écran ou la vidéo. Et donc ici, ce qui va coûter cher finalement sur l'ensemble de la chaîne, c'est surtout la partie réseau qui va véhiculer la donnée. Il faut savoir que ce qui est impactant, on va dire, dans les infrastructures que vous ne voyez pas, qui sont partagées, un réseau et serveur, eh bien, la transmission de la donnée est beaucoup plus coûteuse que son stockage. Donc forcément, ici, vous allez avoir un impact réseau qui va être beaucoup plus fort.
Sur le mobile, ça reste important puisque là, vous allez avoir effectivement de l'intelligence, de la CPU, bien sûr, enfin tout ce qui va permettre de jouer la vidéo, qui va permettre effectivement de jouer ce service sur le mobile. Et donc, l'impact est non négligeable et il pourrait être plus important si on avait effectivement derrière un PC ou un grand écran, par exemple, qui, lui, serait encore plus consommateur, puisque là, c'est l'écran, d'une certaine manière, qui va être le facteur un peu aggravant de la consommation. Voilà. Si effectivement on n'a pas d'introduction, c'est très compliqué de faire des projections, mais bon, on tente l'exercice, ça vous donne quelques idées. Moi, j'ai voulu effectivement vous donner quelques éléments pour la visio versus le déplacement. Donc, on imagine très bien que la visio va être moins consommatrice, mais dans le premier cas, on le constate. Si deux personnes veulent effectivement faire une visio avec vidéo pendant 3 heures versus un échange où un des deux va faire 20 km aller-retour en voiture, eh bien effectivement, ici, vous allez avoir un impact carbone. Alors ici, ce n'est pas un impact complet environnemental, mais au moins carbone. Vous allez avoir un impact carbone à peu près de 7 fois supérieur pour le one-to-one physique versus la partie visio. Par contre, effectivement, après, on peut essayer de trouver de nouveaux paramètres. Pour une réunion plus longue où une personne se déplace à longue distance en train pour aller faire une rencontre physique. En visioconférence et ici c'est sur un trajet Paris-Reims en TGV, donc forcément le TGV est moins impactant que la voiture. Ici, effectivement, on voit qu'on a peu d'écart, on va dire que c'est comparable et que finalement on pourrait se poser la question de se dire est-ce que j'y vais ou est-ce que je passe en visio sur une réunion de 7 heures dans laquelle on va vraiment partager pas mal de choses, de documents, de la vidéo, de l'audio, etc. Donc, vous voyez, la complexité d'évaluation, alors, pour avoir ces chiffres est complexe, mais en plus, derrière, il n'est pas toujours facile d'apporter une réponse. Quand on est moins de personnes, effectivement, la visio peut avoir du sens, mais elle peut être contrariée par rapport à la partie déplacement. Plus vous avez de personnes et plus la visio va être intéressante. On peut passer. Là, du coup, on va passer sur la partie où vous nous faites des propositions de bonnes pratiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer donc, ce que vous entendez par concepteur? Concepteur, c'est celui qui va fabriquer le système de visio. Tout à l'heure, on se disait, mais est-ce que les concepteurs vont proposer des systèmes plus éco-responsables dans leur visio, dans leurs outils de visio, voilà, pour faire des éco-événements? Aujourd'hui, en fait, par rapport à cette étude, on a vu pas mal de choses. On a vu déjà que par défaut, il peut y avoir des modes optimisés qui apportent vraiment quelque chose. Parfois, ces modes optimisés n'apportent rien. Mais on voit bien que ces modes optimisés ne sont pas par défaut. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher dans les paramètres pour obtenir ce mode optimisé. Et donc, c'est vrai qu'on pourrait dire, d'une certaine manière, quelqu'un qui ne veut pas s'embêter ne va pas passer à ce mode optimisé parce qu'il va se dire je lance finalement ma visio et je ne vais pas optimiser. Et donc, d'une certaine manière, comme ça existe, on pourrait le proposer par défaut. Ça serait déjà très éco-responsable de le positionner comme ça. Ensuite, effectivement, ce qui va être très impactant, c'est l'optimisation du transfert des données. On a vu des très, très grosses différences. On avait un x10 entre les plus consommateurs de données et les moins consommateurs de données. C'est ça qui fait la différence, la grosse différence entre les outils quand on a vu la contribution tout à l'heure à l'impact carbone. Donc forcément, comment on fait? On a commencé d'ailleurs à travers cette étude à discuter avec des concepteurs et on voit bien qu'il y a bien sûr quelques barrières parfois, mais souvent c'est parce qu'ils n'ont pas mesuré, ils ne se sont pas posé la question, ils ne se sont pas benchmarkés. Donc ça leur a aussi ouvert les yeux. Donc optimisation du transfert des données. Adaptation de la qualité en fonction de la taille de l'écran. On voit qu'aujourd'hui, certains outils ne proposent pas une adaptation, c'est-à-dire que vous allez avoir la même qualité vidéo sur votre smartphone que vous l'avez sur une tablette ou sur un grand écran d'ordinateur. Donc d'une certaine manière, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut travailler au niveau des concepteurs. Et puis après, il y a les couleurs. Quand vous êtes sur des technologies plus récentes de type LED, AMOLED qu'on trouve sur les portables et maintenant de plus en plus sur les téléviseurs, on va dire, hein, les écrans connectés, on a de plus en plus de technologies LED. Et ces technologies LED consomment beaucoup moins quand elles ont des fonds sombres, donc de l'intervenant qui pourra avoir un fond sombre indépendamment de là où il se situe. Et puis aussi, finalement, un fond sombre aussi sur l'outil en tant que tel, qui permettrait de consommer 20 à 30% de moins sur la consommation d'énergie, notamment côté utilisateur.
Et puis ensuite, bien sûr, on consomme plus. Comme je vous ai dit que le transport, il est beaucoup plus coûteux. Il est aussi beaucoup plus coûteux quand vous êtes sur un réseau mobile versus un réseau Wi-Fi. Donc, utilisez bien sûr de préférence. Demandez effectivement à ce que l'ensemble des personnes puissent se connecter en réseau Wi-Fi, puisque le réseau Wi-Fi va consommer 4-5 fois moins en termes d'impact carbone qu'un réseau 4G. Donc ça, c'est peut-être des choses qui peuvent être travaillées également dans l'outil pour que le concepteur puisse en tenir compte et puisse, pourquoi pas, adapter la qualité de sa visioconférence par rapport à, on va dire, l'outillage qu'il propose. Et dans un deuxième temps, vous nous proposez Ouais. des bonnes pratiques en tant qu'organisateur. Alors, en tant qu'organisateur, bien sûr, on en a déjà un petit peu parlé, mais spécifier les règles en début de réunion, ce qu'on a fait en disant finalement, on va éteindre l'écran, on va éteindre le micro. Alors, pour d'autres raisons aussi, il ne faut pas que ce soit cacophonique, il ne faut pas, effectivement, puis on peut avoir une intimité en tant que participant, on est chez soi, donc on peut comprendre effectivement ce sujet quand on fait une réunion à distance, mais forcément, il va y avoir aussi un impact. Donc, tout ça, spécifier les règles en début de réunion, en début d'organisation d'un événement, c'est important. Comme ça, tout le monde comprend pourquoi on le fait et ça donne du sens aussi à l'événement et à son éco-responsabilité. Se présenter avec la vidéo pour le speaker, puis le partage d'écran seul, pourquoi pas, ou avec, effectivement, c'est beaucoup plus vivant avec la vidéo, mais c'est une question qui peut se poser. On peut remettre la vidéo au moment des questions, par exemple. Les autres participants sans diffusion de vidéo, micro coupé, etc. Donc, on en a déjà parlé. Activer les fonctions d'optimisation. C'est-à-dire que là, quand elles sont prévues dans un outil, bien sûr, il faut les donner aux utilisateurs puisqu'on peut avoir des fonctions d'optimisation qui sont prévues. Et donc, dans ces cas-là, il faut que l'organisateur se les applique et bien sûr, les applique éventuellement aux utilisateurs si elles existent. Optimiser le temps de réunion. Plus on prolonge le temps de l'événement au-delà de ce qu'il était prévu durer, et forcément, plus aussi on va avoir un impact. Surtout s'il ne commence pas à l'heure ou si on rencontre des longueurs finalement qui vont venir perturber l'événement. Et puis, là, c'est plus anecdotique, mais pas tant que ça, parce que moi, j'ai vu une recrudescence du nombre finalement de visios qui étaient organisés, alors qu'avant, finalement, les gens s'appelaient. Donc, attention, l'outil de visioconférence, quand on est plutôt en mode réunion plutôt qu'en mode éco-événement, bien sûr, événement, on va de plus en plus privilégier finalement la visioconférence, alors que finalement, souvent, le téléphone suffit quand on n'a pas de partage de données et quand on n'a pas besoin de se voir forcément. Donc, le téléphone peut être en tout cas la bonne solution. Elle va être beaucoup moins impactante en tout cas que la partie vidéo et la partie visioconférence. Merci Thierry pour tous ces éléments. Ce que je vous propose, alors, on va passer aux questions-réponses. Comme on a légèrement débordé sur le temps et qu'officiellement la visio se termine à midi, ce que je vais vous proposer, c'est juste de conclure, entre guillemets, sur les 2-3 diapos qu'on devait vous présenter et ensuite de continuer sur un échange, c'est-à-dire sur les questions que Mathilde pourra noter. Donc, continuez à envoyer vos questions. Mathilde est en train de les... alors, je remets ma vidéo pendant que je parle. Donc, continuez à nous envoyer vos questions. On va les lire dans quelques instants. Juste pour vous donner un élément. On va lancer un petit atelier dont l'idée est de créer un top 20 des bonnes pratiques. Alors, c'est-à-dire que là, je vais vous mettre dans le fil de conversation un lien sur un fichier dans lequel, alors si ça marche, dans lequel, en fait, on vous a listé une trentaine de bonnes pratiques. L'idée, ici, voilà, ça c'est le lien vers fichier de travail. L'idée est de vous solliciter, de vous inviter à lire ce document, soit à rajouter des éléments à l'intérieur, soit à le critiquer, soit à mettre vos commentaires. Si vous avez envie de faire tout un pavé de texte, n'hésitez pas. Ce premier document est un document qui lui-même est issu toute une phase de travail dont on a mis également le lien dans ce document que je vous ai envoyé. Donc, surtout, allez-y, connectez-vous dessus et puis mettez vos remarques. Si vous souhaitez également continuer le travail avec nous, n'hésitez pas à nous envoyer soit dans le fil de conversation, soit directement sur ce document, des bonnes pratiques, des suggestions,
des liens, des emails, des numéros de téléphone. Notre but, c'est de pouvoir, on va dire fin août au plus tard, de pondre un document qui soit à peu près propre et pouvoir être diffusé à l'ensemble, non seulement des contributeurs de la Nantes Digital Week, mais également de nos adhérents, et puis de manière générale, diffusé à l'ensemble des lecteurs. Pour conclure également, donc ça, je vous ai envoyé le lien. Euh, Avant de passer aux échanges, on vous a mis ici quelques ressources utiles, notamment, alors il y a ce guide, alors, je ne sais pas si vous voyez sur le petit visuel, je l'ai dans la main, le guide de la communication responsable qui vient d'être juste réactualisé et édité par l'ADEME. Il y a un volet événementiel, il y a un volet numérique. On vous recommande également la face cachée du numérique. On a trouvé plein d'infographies et plein d'informations très intéressantes sur Internet, des visios, des associations qui travaillent. Il y a le label numérique responsable qui est un label a priori très intéressant pour définir une stratégie de numérique durable. Et puis, on a un petit coup de cœur ces temps-ci, c'est, vous connaissez peut-être certaines et certains, la fresque du climat dont nous sommes partenaires, sur lequel nous faisons de la sensibilisation au climat. Ben, depuis quelque temps, existe sa petite sœur qui s'appelle la fresque du numérique. Et il y a pas mal d'animations qui sont en cours. On est en train de travailler, alors nous sommes également contributeurs de la Nantes Digital Week, et on essaye de programmer une fresque du numérique prochainement lors de la Nantes Digital Week. Prochaines étapes, et ensuite je vais passer la main aux questions. Ben, je vais vous passer la main, Mathilde. Ben, suivez-nous sur LinkedIn, suivez le réseau Écovénement, rejoignez l'association, on a besoin d'adhérents. On vous invite à finaliser la liste. Un deuxième atelier à venir en juin ou en août, et puis tout simplement, on vous donne rendez-vous à la Nantes Digital Week du 17 au 25 septembre. J'espère que je ne me suis pas trop trompé dans les dates, mais c'est à cette période-là.